on va commencer ce webinaire destiné à AutoCAD, AutoCAD 2023 et les nouveautés. Mais vous verrez qu'on ne va pas aborder que les nouveautés propres à la version de 2023, on va avoir un regard un peu plus étendu, sachant que bon, AutoCAD, voilà, c'est un produit qui est ancien, qui comporte plus d'améliorations que de nouveautés. C'est pour ça qu'on va aller un peu plus loin et regarder toutes ces améliorations et les fonctions qui étaient à la base. Alors, pour me présenter, donc Rudy Kadosh, je suis formateur pour CAD Camation. Je fais de la formation depuis pas mal d'années. Ça fait déjà 14 ans, oui, de formation. Et je suis également utilisateur AutoCAD depuis 22 ans. Voilà. C'est donc avec la version 2000. Donc j'ai une approche assez pragmatique de cet outil, puisque je l'ai pratiqué en agent d'architecture et en bureau d'études. Et c'est ce que je vais aussi vous montrer avec des cas pratiques. Aller au-delà de simple dérouler de la nouveauté, mais le mettre en situation et pouvoir voilà, vous apporter donc mon retour d'expérience sur ces nouvelles fonctionnalités. Le petit agenda que je partage actuellement avec vous, donc vous voyez mon écran, très succinctement en fait, voilà, 3 grandes thématiques, les nouveautés AutoCAD avec le cloud, parce que c'est un point important qui est mis en avant avec cette toute dernière version, les solutions cloud. Et on va voir comment AutoCAD s'intègre dans ces solutions cloud. On va bien sûr parler des nouveautés, évidemment, les nouveautés propres à la version 2023, mais comme je vous disais, pas que les nouveautés propres à cette version. On va aller un petit peu au-delà sur les versions un peu plus anciennes, car pas mal de ces nouveautés qui sont sorties avec cette version 2023 sont issues de fonctionnalités plus anciennes qui venaient de d'autres versions. Et souvent, on se rend compte que une mauvaise interprétation de cette fonctionnalité ou une mauvaise utilisation fait qu'on n'utilise pas à bon escient ces fonctionnalités. Donc, je vais vous montrer les fonctionnalités récentes, améliorées et revenir un petit peu à la source pour vraiment avoir les meilleures pratiques sur AutoCAD. Voilà. Et donc, bien sûr, gagner en productivité. C'est l'objectif, bien sûr, de la plupart des nouveautés qu'AutoCAD met à l'honneur. On finira après sur le petit volet 3D, savoir positionner AutoCAD quand même sur ce module 3D. Sachant que là, dans le domaine de la 3D, il y aura d'autres produits qui se positionnent également, comme Inventor, Revit, mais AutoCAD occupe une place qu'il faut bien délimiter et pour laquelle il peut être très efficace. Commençons tout de suite par les solutions cloud Autodesk. Alors, je vais lancer AutoCAD, comme vous le voyez sur mon écran. Et sur l'onglet Collaborer, on va se rendre compte d'icônes comme partager le dessin, vue partagée, push to Autodesk Docs, la palette tracée, etc. Donc, beaucoup de ces fonctionnalités récentes nous emmènent sur le cloud. Et ce qui va être important de définir, c'est comment AutoCAD s'intègre dans ces fonctionnalités. Donc, je lance en parallèle également BIM 360, l'application web AutoCAD, donc weboutocad.com, Autodesk Drive, parce que là aussi, c'est un positionnement qui mérite quand même quelques précisions, et le Viewer Autodesk. Et on va essayer de voir ensemble comment tout ça s'articule. Et il y a effectivement des gains intéressants pour vous, pour votre production, pour gagner en mobilité, à utiliser les solutions cloud Autodesk. Bien. Alors, un des outils qui est assez peu répandu et dans les entreprises qu'on accompagne et les formations que je dispense, on voit que l'application web AutoCAD, ce n'est pas une nouveauté en soi, ça existe depuis un certain temps, ça s'appelait avant AutoCAD WS, voilà, aujourd'hui c'est Web AutoCAD. Eh bien, il y a effectivement la possibilité ici de gagner en productivité. La première étape, quand on se connecte sur Web AutoCAD, donc via un navigateur web, là je suis sur Google Chrome, mais vous pouvez en utiliser d'autres. Quand je me connecte avec mes identifiants, je peux connecter des fournisseurs de stockage. Donc, comme vous le voyez ici, j'ai connecté mon compte Autodesk Docs, la plateforme collaborative Autodesk, Autodesk Drive, un petit peu plus ancien, mais qui existe toujours. Donc, voilà la version, on va dire, simple de collaboration, donc juste un Drive Autodesk. Google Drive, mon espace personnel, Google Drive,
OneDrive, etc., etc. Il y en avait encore d'autres que j'aurais pu intégrer. Vous le voyez ici, comme Dropbox, etc. Donc, on peut se connecter donc à ces fournisseurs de stockage pour accéder à votre donnée. Et là, ça peut effectivement être très efficace. Alors, première approche déjà, pour qu'on voit à quoi ça sert. Quand je suis sur Web AutoCAD, je vais commencer par Docs. Je vais accéder à un fichier. Donc, cet élément, en fait, ce plan auquel je vais accéder, il est déposé sur mon espace Autodesk Docs. Ça va lancer AutoCAD. Je le lance avec mon application de bureau, donc je suis sur mon poste fixe, mais je pourrais faire la même chose depuis une application mobile sur smartphone ou tablette. Donc là, ça pourrait être intéressant pour aller sur site, relever de l'information. J'ai besoin d'être mobile, relever et vérifier que ce soit conforme à ce que j'ai sur le site, vérifier certaines informations que je dois relever sur site, des marques, modèles, des dossiers, peu importe. Donc, la version web AutoCAD me fait gagner en mobilité. Le fichier que je viens d'ouvrir, il faut savoir qu'en amont, il y a eu sur donc, Autodesk Docs, donc là vous voyez l'onglet BIM 360 Document Management, parce que le BIM 360 c'est le cloud Autodesk, c'est une plateforme collaborative où il y a plein de modules qui peuvent se greffer. Docs, mais il y en a d'autres. Donc on a plein de modules comme collaboration, pour éviter design collaboration. Bon, tout ça, ça peut être intéressant pour plein d'autres produits. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette plateforme de stockage, et de partage et de collaboration. L'arborescence de dossiers a été créée succincte. J'ai déposé un dossier, je peux gérer mes droits d'accès pour voir qui peut accéder à ces dossiers-là. Et ce qui est intéressant, eh bien, c'est d'aider sur l'application web mobile. Donc, je suis sur cette application web, je peux modifier. Donc, j'ai un mini AutoCAD qui est là, tout simplement. Donc, je peux très bien prendre mes outils de dessin, venir faire quelconque tracé. C'est moi qui vais. Donc, vous retrouvez les habitudes qu'on a sur AutoCAD. On va tracer, dessiner, annoter. Donc, tous les outils sont ici à disposition. Donc, c'est un mini AutoCAD. Il n'y a pas toutes les fonctionnalités, évidemment. On est sur l'application web. Mais je peux le faire sur mon poste ou sur tablette. Je peux bien sûr prendre des objets et l'éditer, supprimer des éléments qui ne sont plus conformes. Je modifie donc mon fichier. L'objectif étant bien sûr d'enregistrer, j'enregistre et donc j'enregistre ce fichier DWG sur mon cloud, sur mon espace BIM 360. Ce fichier étant enregistré, je suis capable, en revenant au bureau, de revenir sur AutoCAD et nous allons voir que dès le début, sur Autodesk Docs, j'accède à tous mes projets sur lesquels je travaille et je vois également mon arborescence de dossiers accessible. Donc, ce qui est important, c'est que sur l'écran d'accueil, Autodesk Docs, je vais pouvoir ici directement ouvrir ce fichier stocké sur le cloud Autodesk. Donc, ce fichier va se mettre en cache, il se télécharge temporairement en local, et je vais pouvoir l'éditer. Donc, on a des données comme ça stockées sur le cloud qui permettent de collaborer à plusieurs. Là, je suis seul à faire ce scénario. Ça peut être intéressant, bien évidemment. Je vous dis, j'ai besoin d'être sur site, puis après, je reviens au bureau et je vois que la modification que j'ai fait sur place, qui était plus pratique, je la récupère sur le bureau. D'autres interlocuteurs pourraient bien sûr faire la même chose, et donc on peut être à plusieurs à travailler sur ces fichiers-là. Donc ça va être intéressant, dès le début, cette première icône, de pouvoir accéder aux documents stockés sur le cloud. D'accord ? Je vais revenir un petit peu donc sur cet onglet collaborer. Donc, sur cet onglet collaborer, on voit qu'il y a des icônes qui méritent quand même quelques précisions. Je vois partager le dessin, vue partagée, push to docs, palette de tracé. Alors ça mérite quand même quelques petites précisions et ça dépend du scénario dans lequel on veut échanger. Si j'ai besoin d'échanger avec des collaborateurs qui ont besoin de faire des annotations, ils n'ont pas forcément besoin de modifier le plan, ils ont besoin de faire des annotations. Donc, je vais soumettre mon plan, j'ai besoin d'envoyer ça à un chef de projet, à un responsable, qui me valide si ce que j'ai proposé lui convient. Lorsque je reviens, je vais fermer. Donc, attention, on va revenir sur le document management. Donc,
Quand je suis sur mon fichier, je vois ici le fichier stocké sur le cloud avec ses modifications qui ont été apportées. D'accord? Donc, je repère la dernière petite modification que je vais faire, elle est ici. Le collaborateur qui a besoin d'apporter ces annotations, il a bien sûr accès à ce BIM 360, à ce cloud Autodesk, et il va pouvoir apporter ces annotations. Il pourra très bien, ici, me faire des annotations, donc je peux bien sûr changer l'échelle, les épaisseurs, tout ça, c'est moi qui vais changer. Mettre diverses annotations, du texte, des lignes, bref. Il va se servir des outils d'annotation pour commenter cette zone. D'accord? Donc, tout ça, ce sont les outils d'annotation qu'on trouve sur le cloud. Ces annotations, tous ceux qui ont accès au cloud vont pouvoir les visualiser. Donc, on va voir, je vais revenir sur les anciennes annotations que j'ai pu mettre. En cliquant dessus, on va voir les différentes annotations mises sur le cloud. D'accord? Là, dans ce cas, il a bien notre plan. Il ne peut pas le modifier. Il ne fait que de l'annotation. La modification nécessite soit de l'avoir en local sur AutoCAD ou avec l'application web AutoCAD. D'accord? Donc, on n'est pas sur le même public. Ce qui peut être intéressant de voir, et les outils qui sont proposés en plus, si je reviens sur l'application web AutoCAD, donc là, c'est un mini AutoCAD qui permet pas simplement d'annoter, qui permet véritablement de modifier aussi, si je le désire. Je reviens dessus. Il y a une fonctionnalité qui peut être aussi intéressante, qui va permettre eh bien, de faire des tracés. Donc là, ça mérite une précision. Donc, quand on est sur la palette tracé, je vois une palette qui apparaît. Et un tracé, si je veux résumer ça de manière assez succincte, un tracé, c'est un petit peu comme un calque virtuel sur lequel on va apporter des annotations. Et on peut être plusieurs à apporter ces annotations. Donc, quand on crée un tracé, donc on peut le faire en local, on peut bien sûr le faire sur le cloud. Je reviens sur ma solution cloud, ici. Donc, je vois également la possibilité ici de voir les tracés. Et c'est moi, donc en créant un tracé avec ce petit plus, qui va pouvoir annoter. Et on peut être à plusieurs pour noter la zone. Dire, tiens, dans cette zone, j'ai besoin de faire un commentaire, de faire une annotation, voilà. J'enregistre donc ce tracé. Donc, mon commentaire qui peut être alimenté par d'autres contributeurs, eh bien, on va pouvoir le récupérer aussi directement. Je vais l'enregistrer. Donc, il y a un petit temps d'enregistrement qui se fait. Je vais le récupérer directement sur AutoCAD. On va revenir là-dessus. Et je reviens en ouvrant mon fichier sur Cloud. Donc, il y a un petit temps de chargement qui s'opère. On va effacer ces annotations propres à Zoom. Voilà. Donc, le fichier, avec de chance, a déjà été mis à jour sur le CAD. Et donc, dans AutoCAD, le collaborateur qui aura mis ces tracés, eh bien, je vais pouvoir les visualiser grâce à cette palette tracée. Et là, je vais pouvoir les visualiser directement sur mon application de bureau. Il y a un petit temps de transfert qui peut être un peu long. Je vais vous montrer sur ceux que j'ai déjà préparé pour vous. Voilà, j'avais fait d'autres modifications. Voilà. Donc, je peux voir tous les tracés qui ont été opérés. Pas, à chaque fois, c'est moi, mais je verrai la personne qui m'a proposé ce tracé. Donc, il peut annoter avec un tracé. Moi, je le récupère en local et je le modifie. L'intérêt, c'est de le récupérer directement sur AutoCAD, directement voir son annotation sur AutoCAD. Ce que nous avions avant, cette fonctionnalité tracé, hein, on sait que sur le cloud, on pouvait faire des annotations. Mais il fallait se connecter sur le cloud, hein, sur BIM 360, pour voir l'annotation. Là, grâce à l'icône tracé, je peux le voir directement sur AutoCAD, sur mon poste en local. Donc, il y a un gain de temps, on va dire, entre le projeteur qui dessine sur AutoCAD et celui qui a besoin d'annoter, commenter un plan. Voilà. On connecte les deux, le poste en local et le fichier mis sur le cloud. Sinon, ce qu'on avait avant, bien sûr, c'est on peut toujours faire des annotations sur le cloud.
Ça existait déjà avant. Pas de souci, mais on se connecte tous et on verra tous les annotations. Il y a toujours quand même un petit processus de traitement. Ça ne se fait pas l'instantané. Il y a quand même quelques minutes de traitement, comme vous voyez ici, avant que l'annotation s'opère. Donc, ça peut être un gain de communication. Cette palette tracée pour voir les annotations directement dans AutoCAD en local. Après cette icône tracée, je vois qu'il y a une icône qui s'appelle maintenant Vue partagée. Alors ça aussi, ça mérite quelques précisions. Quand je clique sur Vue partagée, pareil, je vois une palette qui est ici. C'est un moyen rapide, en fait, d'aller sur le Viewer. Quand je crée une vue partagée, j'ai préparé déjà des exemples pour vous pour faciliter ton traitement, mais vous allez voir que c'est extrêmement simple. Vue partagée, on clique sur l'icône et on clique sur partager. Et là, je peux partager la vue avec ses présentations et les espaces objets, ou uniquement la vue active. C'est moi qui vais décider ce que je souhaite partager. Mais qu'est-ce que je partage exactement? Quand je clique sur l'icône partager, alors je vais vous montrer ce qui a déjà été fait. Je vais voir ici que j'envoie sur le Viewer Autodesk, donc un outil quand même très efficace pour échanger, parce que le Viewer Autodesk, tout le monde peut se connecter au Viewer Autodesk, et je vais pouvoir également, grâce à cette icône partagée, envoyer à un collaborateur ou à un client un lien. Voilà. Il va pouvoir simplement, en fait, juste en cliquant sur le lien que je lui envoie, accéder au plan, à la vue, pour être plus précis, à la vue que je souhaite lui montrer. Je veux présenter un projet, voilà. Est-ce que ça vous convient? Et il va pouvoir visualiser le plan que je lui soumets. Donc, ça aussi, ça va être très efficace. Je vois qu'il y a des discussions. Alors, je vais y répondre là pour cette question-là, mais sachez qu'on va prendre le temps de traiter toutes les questions à la fin. Il faut avoir un compte Autodesk en fait, pour faire des annotations. Effectivement, sur le Viewer Autodesk, quand vous tapez viewer.autodesk.com, vous vous connectez donc sur Viewer Autodesk. Pas besoin de licence, tout le monde peut se connecter dessus. D'accord? Donc, je peux me connecter sans même être enregistré. Je peux cliquer, le client va pouvoir cliquer sur le lien que vous l'envoyez. Je vais lui donner des choses un peu plus graphiques, donc vous voyez des éléments en 3D. Il clique sur le lien que je lui envoie. Il voit l'objet que je lui donne. Ça, c'est le Viewer Autodesk. D'accord? Bon, ça, c'est quand même très pratique. Ça vous épargne même des fois de faire du rendu. C'est quand même assez présentable. Voilà, on a des outils pour faire des coups, pour noter. Voilà. Ça, le client, sans se connecter, juste en cliquant sur le lien, il visualise ce que je lui envoie. Que ce soit la 2D ou la 3D, peu importe. Par contre, effectivement, si dès qu'on va avoir besoin de faire des annotations, ben, il faut s'enregistrer. Il faut s'enregistrer, il faut se créer un compte Autodesk. C'est pas payant encore. Il faut juste se créer un compte Autodesk. On peut avoir un compte Autodesk sans payer de licence. Donc on va y revenir encore sur ce sujet. Donc, ce que je montre pour résumer, c'est que l'icône vue partagée, c'est ni plus moins qu'un lien rapide pour envoyer sur le Viewer Autodesk. Vue partagée, et j'envoie ça, tout simplement, soit l'espace objet, soit la présentation que j'ai préparée pour le client, je l'envoie sur le client. Voilà. Donc, encore une fois, on voit cette volonté Autodesk de faciliter la collaboration. Alors, je vais vous montrer, quand je clique sur partager un lien vers ce dessin, là, ce qui va être important de voir, partager le lien, on va créer un lien, mais du coup, partager ce lien, ça le stocke sur Web AutoCAD. On va pouvoir donc le modifier et se créer une nouvelle copie de ce fichier. Moi, le workflow que je vais vous conseiller, donc là, je vous fais un retour d'expérience en tant qu'utilisateur, ça va être plutôt d'utiliser donc les outils de BIM 360, de vraiment définir un projet, stocker le fichier. Bien sûr, il est clairement stocké, un emplacement clairement défini. Donc, j'ai mon espace de stockage défini, mon absence de dossier. Et je vais plutôt en fait, faire en sorte d'utiliser l'application Web AutoCAD en me connectant dès le début à ce projet. Ça va être quelque chose de plus efficace. On va accéder à ce projet, on pourra continuer d'alimenter. Donc voilà, tous mes fichiers sont clairement stockés sur Autodesk Docs et on y accède par ce biais. On accède par ce biais. Donc, l'étape qui était importante pour vraiment gagner en productivité, pour moi, elle est de connecter ici votre application Web AutoCAD à vos espaces de stockage. Pourquoi pas un Google Drive si vous le souhaitez. Là, j'utilise Docs, mais
vous voyez qu'on peut connecter autre chose. Là, effectivement, vous allez voir que c'est quand même nettement plus efficace. Je reviens sur mes petites icônes qui sont là. On voit encore une autre approche. Push to TLS Docs. Là encore, rien de très sorcier. Ni plus ni moins un moyen de publier du PDF sur TLS Docs. Donc, ça exporte en PDF. Donc, là, c'est moi qui choisis les présentations qui m'intéressent et ça les envoie donc sur TLS Docs. Donc, un moyen rapide d'envoyer des fichiers PDF. Donc, je l'ai déjà préparé. Pareil, toujours quelques bulles de traitement. Quand je me connecte sur TLS Docs, je vais retrouver ici tous les PDF que j'ai publiés. Et je vois que ces PDF que j'ai publiés sont accessibles sur Docs. Donc là, on a un fichier PDF, donc je protège ma donnée. Voilà. Il ne peut pas être édité, mais par contre, il peut être annoté. Évidemment, il y a d'autres moyens de le faire. Bon, l'icône permet de gagner un peu de temps si c'est vraiment le PDF qui m'intéresse à diffuser. Donc, ce qui est important, c'est de savoir quel est l'interlocuteur. Un outil qui, par contre, mérite également précision, grâce à tous ces drives, c'est important de le clarifier, c'est l'Autodesk Drive. Souvent, c'est pas trop comment le positionner. Drive.autodesk.com. Bon, ben ça, bon, il faut voir qu'Autodesk a beaucoup changé de nom avec ses solutions cloud. Il y a eu A360, Team, maintenant Autodesk Drive, bref, et du BIM 360. Pour résumer, bien Autodesk Drive, c'est le drive Autodesk. Mais il ne faut pas trop en demander. Ce drive-là, on va stocker des fichiers et partager. Voilà, ça sert à ça. On stocke des fichiers. Bien sûr, quand ils sont stockés, ces fichiers-là, vous avez des petites icônes pour aller l'ouvrir dans le viewer Autodesk, le fameux viewer, celui que j'ai ouvert juste ici. Voilà, ce viewer Autodesk. Donc, des icônes rapides pour le faire. Bien sûr, je peux télécharger et partager les données. Donc, l'Autodesk Drive, donc voilà, il y avait avant 5 Go d'espace de stockage pour, pour ceux qui n'étaient pas clients Autodesk et 25 pour ceux qui étaient clients Autodesk. C'est encore des données qui seront peut-être à vérifier, ça change beaucoup. Mais ce Autodesk Drive, disons que j'en parle, on va peu en parler parce que c'est très limité. Ce qui nous intéresse, déjà, c'est avoir une véritable plateforme d'échange. On voit que le BIM 360, là, j'ai une vraie interaction avec AutoCAD. On peut travailler directement sur les fichiers stockés sur le cloud, les alimenter, les modifier, collaborer avec plusieurs interlocuteurs. Là, on a une vraie solution collaborative. Et donc, pour modifier un fichier et gagner en mobilité, eh bien, on connecte l'application web AutoCAD à Autodesk Docs pour les éditer et donc pour être mobile. Voilà. Donc, le viewer, ben lui, c'est viewer.autodesk.com, c'est juste un moyen rapide de diffuser au client. On lui donne cette adresse de site, viewer.autodesk.com, ou le lien directement. Il clique sur le lien et il va visualiser ce que je veux bien lui montrer. D'accord ? Et donc là, on visualisera. L'avantage, c'est que graphiquement, c'est quand même plutôt pas mal. Alors, on peut avoir 2D ou 3D, comme je vous dis, mais ça peut être simple. Il y a des outils d'annotation, de mesure. Donc, c'est très accessible et ça permet d'échanger rapidement. Bon. Voilà ce qu'on va retenir en termes de solutions. Principalement BIM 360, Web AutoCAD. Et puis, bien sûr, pour échanger avec d'autres personnes qui n'ont pas forcément aussi de licence. Je retourne sur mon petit outil, mon petit onglet Collabo. L'importation d'annotations, ça se passe avec des commentaires, on ne va pas importer des annotations. Alors, il faut savoir que ce que je propose aussi, bien sûr, c'est d'aller au-delà qu'un simple déroulé des icônes. Sachez que le menu d'aide d'AutoCAD a été bien amélioré. Quand vous avez, par exemple, un menu d'aide et vous cliquez sur une icône, on peut voir ici automatiquement, en cliquant sur les nouveautés, vous aurez tous les dernières nouveautés qui apparaissent, des petites vidéos, et parfois, vous aurez des petits liens qui vont vous emmener, en fait, je vais peut-être aller sur cette fonction-là, qui vont mettre en surbrillance la fonction. Donc, ça vous emmène directement dans l'onglet, ça le met en surbrillance aussi. Donc, le modèle a été bien développé et très accessible. Alors, pour aller plus loin que ce simple déroulé de fonctions et des nouveautés, et vous en donner un peu plus, on va faire une exemple pratique. La comparaison DWG, ça, c'est un outil qui est très efficace. Il faut reconnaître que la comparaison DWG, ça permet de comparer des versions.
Ce n'est pas une nouveauté en soi 2023. On l'avait avant déjà, ce n'est pas une nouveauté, mais c'est dans cet onglet collaborer qui s'enrichit de nouvelles fonctionnalités, donc ça mérite quand même de jeter un petit coup d'œil dessus. La comparaison des WG va me permettre, je vais vous montrer sur un exemple, d'ouvrir une version. Voyons ici la version numéro 1 de ce plan. J'ouvre la version 1. Je reçois une nouvelle version, mais j'aimerais bien savoir ce qui a été modifié entre les deux. Je ne veux pas que ce soit le jeu des 7 erreurs pour trouver ce qui a été bougé. Je peux utiliser la comparaison des WG qui va m'inviter à choisir une autre version et AutoCAD va automatiquement mettre en évidence les modifications. Donc, je vois ici, effectivement, la table de réunion a été réduite et je parcours ainsi les différentes nouveautés. Je vois que cette cloison a été déplacée, etc., etc. Donc, je peux parcourir toutes les notations. Là, je vois un élément qui a été rajouté. Donc, c'est assez graphique. Pas la nouveauté 2023, mais souvent, beaucoup passent à côté de ces fonctionnalités. C'est vrai qu'il faut reconnaître que, comme il y a des fois peu de nouveautés d'une version à l'autre, beaucoup n'installent pas toutes les versions d'AutoCAD et font des sauts plus importants. On passe de 2020 à 2023 ou de 2015, on fait des sauts importants et du coup, même s'il y a peu de nouveautés d'une version sur l'autre, il y en a quand même quelques-unes qui se greffent à chaque fois et on peut passer à côté de certaines fonctionnalités, comme ça, qui se sont greffées entre des versions intermédiaires. Parce que ce menu d'aide, effectivement, vous donne les nouveautés de la dernière version en cours. Donc ça, c'est un outil qui aussi, effectivement, est assez efficace. Je vais rester donc un peu sur des nouveautés. Je vais sortir de ce fichier, revenons sur la version originale de ce plan. Donc, bien sûr, j'ai pris un exemple, on va dire plutôt architecture, mais sachez que sur AutoCAD, on fasse de l'architecture, du fluide, de la mécanique, c'est quand même un outil qui est très polyvalent. Alors, un outil qui est quand même très intéressant, on va parler des quantités. Donc, quantité, effectivement, c'est très pratique ça. Quand je clique sur quantité, j'ai automatiquement une palette qui va me donner la quantité de blocs. Automatiquement, en cliquant dessus, je vois qu'il met en évidence ce genre d'éléments. Et je vois automatiquement, donc, je vais zoomer pour montrer, un quantitatif. Ce quantitatif, qui se fait là sur les blocs, je peux automatiquement créer une table. Donc, créer une table, on va pouvoir insérer ni plus ni moins, car je vais coucher avec tous les blocs, insérer un tableau qui va me donner les quantités. Donc, j'ai coché tous les blocs, mais j'aurais pu choisir uniquement les armoires, c'était moi qui choisissais. On voit ici, grâce à ce fond gris, que ce sont des champs. Donc, c'est des données qui vont se mettre à jour en fonction de mon plan. Ça, c'est effectivement la palette quantité, c'est une nouveauté en soi. Par contre, ce besoin, on savait y répondre autrement déjà avant. Donc, c'est pour ça qu'il est peut-être important de voir aussi l'extraction de données. Parce que quantifier rapidement les blocs, je savais le faire déjà avant. Effectivement, c'était moins accessible, moins simple de le faire, moins rapide de le faire de cette manière-là. On ne va pas dire que c'est une palette qui rend les choses très accessibles, mais on avait quand même l'extraction de données. Et donc, pour vous montrer, vous pouvez déjà comme aller un peu plus loin, il y avait cet outil dans l'onglet insertion qui s'appelait extraire les données, qui me permet de créer, alors je vais faire simple, mais qui me permet de créer une table d'extraction. Je l'ai déjà préparé pour vous, mais je vous donne un aperçu. Voilà. Je vais créer un fichier qui se met donc en tant que lien référence externe. Je vais pouvoir choisir les éléments que je souhaite quantifier. Donc, je peux cocher tous les blocs, uniquement certains, bref. D'accord. Et je vais pouvoir cocher les propriétés qui m'intéressent. S'il y avait des propriétés qui m'intéressent, je peux le faire. Je choisis ce qui m'intéresse en termes d'information et l'objectif, c'est insérer, pareil, un tableau qui va automatiquement se mettre à jour en fonction des données de mon projet. L'intérêt de l'extraction de données, c'est que j'étais quand même très polyvalent. Je pouvais aller plus loin que du bloc. Il ne faut pas oublier que quand je faisais l'extraction de données, je pouvais choisir autre chose. En revenant sur cette extraction de données, on va revenir sur l'extraction que j'ai préparée pour vous. Voyons ici.
Je peux cocher les blocs, mais pas que. Il n'y a pas que des blocs qui sont là. Je peux cocher également pour quantifier les lignes, les polylignes. Je peux quantifier toutes sortes d'objets. Et là, ça pourrait être intéressant. Il suffirait que je prenne donc des bonnes pratiques, je sors que mes cloisons, si je souhaite les quantifier, eh bien, je fasse attention sur quel calque elles sont placées, que j'utilise des petits polylignes, plutôt que faire des bouts de lignes éclatées partout. Eh bien, dans ce cas, je pourrais quantifier un linéaire de cloison. Dans ce cas, c'est possible. Je peux utiliser l'extraction de données pour quantifier toutes sortes d'entités de dessin. D'accord? Donc, ça va obliger à avoir de la rigueur. Donc, quand on est sur ces outils, donc quantité, c'est très pratique, mais sachez que s'il y a un besoin à ce niveau-là, eh bien, il y a quand même l'extraction de données, qui permet de faire ce que fait quantité, bien sûr, mais qui permet d'aller un peu plus loin. C'est une fonctionnalité qu'on a que sur AutoCAD et non pas AutoCAD LT, par contre, hein, l'extraction de données. Donc ça, c'est quand même un point qui va être important. Dans cet onglet Vue, on retrouve plusieurs nouveautés qui sont intéressantes. Je vois qu'il y a, à côté de quantité, l'outil macro de commande. Alors, effectivement, c'est une nouveauté parce qu'on a une palette qui va me faire des suggestions de macros. Mais encore une fois, là, on est sur de l'amélioration. Il y a déjà la fonction macro qui existait et qui était bien mise en avant avec la version 2009 d'AutoCAD. 2009, ça commence à faire, c'est plus tellement une nouveauté. Et c'était peu utilisé. Donc, les macros sur AutoCAD, je vais vous faire une petite débauche pour que vous puissiez voir, vous avez un aperçu de ce qu'est une macro. C'est le but d'enregistrer une sélection de commandes. Et mettons que j'ai une centaine de plans, j'ai une modification qui est un peu rébarbative à faire, je dois sélectionner toutes les portes que je remplace, les mettre sur un calque. Voilà, je vous montre, on va faire la démonstration manuelle. Je dois les mettre sur un calque remplacé. Voilà, donc je vais me créer ce calque. Ici, il se crée un calque. Allez. Voilà. Je vais créer un calque. Jusque-là, c'est mon exceptionnel. Voilà. Et je dois faire ça. On me demande d'attraper les portes qui sont remplacées, de le mettre sur un calque bien différent pour que graphiquement, ça ressorte un petit peu. Hein. Donc là, tiens, mon bloc, je vois qu'il ne change pas, mais il ne change pas parce que c'est une propriété qui s'est à définir. Voici, dans l'éditeur de bloc. Donc, j'ai changé le calque. D'accord? Et je dois faire du texte. Je dois marquer ici, je dois créer un texte pour préciser que voilà, tant qu'à faire, tout ça, c'est en place. Donc, je crée un texte et j'écris en place. Et je dois faire ça sur plusieurs portes. Voilà. Donc, rebelote, je dois sélectionner, je change le calque, voilà, et le texte, soit je le réécris, soit je le récupère, je fais un petit copier et je recommence. Bon, l'air de rien, ça fait quelques clics. Pas long, mais sur un grand nombre d'objets, on a moyen d'analyser, de faire une macro. Alors, le principe étant le suivant, le principe étant de s'enregistrer. Donc, je reviens sur la macro. Eh bien, on va pouvoir, ça c'est cette icône que vous voyez depuis AutoCAD 9, s'enregistrer cette séquence, hein, et on va pouvoir la lire facilement après. Donc, quand je clique sur enregistrer, toutes les fonctions que j'exécute, là ici, sont enregistrées. Donc, je sélectionne ma porte. Voilà. On voit dans la macro qu'il a enregistré la commande, pick first, donc la sélection, bien sûr. J'ai changé le calque. Ouais, je change le calque. Très bien. Et puis après, je fais la commande texte. Et puis j'écris mon texte. Voilà. Eh bien, cette macro, là, je peux l'enregistrer. Je l'ai déjà fait. Il se trouve, je vais l'enregistrer à nouveau. Qu'est-ce qu'il faut lui dire? Il faut quand même lui dire, attention, la sélection, je veux être invité comme à choisir des portes à chaque fois. Ce n'est pas tout le temps que celle-ci. Il va falloir que j'ai la liberté d'en choisir d'autres. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir éditer. Voilà. On pose pour cet utilisateur, je veux être invité à choisir l'objet en question. Pareil, le texte, je ne veux pas le créer tout le temps à cet emplacement-là. Je le mettrai, ça dépend, à côté de la porte, là où j'ai de la place pour le faire. Pareil, je vais pouvoir faire une pause pour la saisie utilisateur. Donc, j'édite cette macro un minimum pour qu'elle soit utilisable. Et puis, s'il y a des choses qui ne m'intéressent pas, vous pouvez supprimer des fonctions qui n'ont pas lieu d'être. Donc, une macro, c'est quoi? C'est enregistrer une liste de commandes. Voyons ce que ça donne. Tiens, quand je clique sur Play, je suis invité à choisir la porte. D'accord? Automatiquement, il a mis le calque remplacé. Je n'ai pas besoin de le faire. Donc, un petit gain de temps.
Il m'invite à cliquer 2 points pour le texte. Bah, j'ai peut-être la place de mettre ici. Il met mon texte remplacé. Quand je fais entrer, je répète la commande. Bon, ok, on va le mettre ici. Et là, bon, là, on peut le mettre, on va le mettre en dessous. Voilà. Eh bien, l'idée, c'est ça, en fait. C'est ni plus ni moins que gagner du temps. Voilà. Gagner quelques petits clics par-ci, par-là. Voilà le principe d'une macro. Donc, la macro, c'est pas la nouveauté 2023, c'est quelque chose des plus anciens. Mais on voit que la volonté de c'est vos sujets d'outils pour gagner en productivité. Et le macro de commande, il permettra d'avoir des suggestions de macro. En analysant un petit peu vos méthodes de dessin, voir peut-être là où il y a moyen de créer une macro pour gagner du temps. Donc voilà, ça c'est la nouveauté effectivement 2023. Il faut des licences commerciales, il ne faut pas des licences étudiantes, ni éducation. Enfin, voilà, il faut des licences commerciales pour avoir accès à cette fonction. Pas de version d'évaluation. Donc ça, vous le verrez, enfin, ce sera assez documenté dans le d'aide pour l'utilisation de cette fonction. Mais donc, in fine, à la fin, enfin, à la source, hein, c'est ni plus ni moins qu'une macro. Je reviens sur l'amélioration des dessin, parce que on parle de nouveauté AutoCAD, mais en fait, depuis ce nombre d'années que je fais des formations, on voit qu'il y a plein de fonctions qui ne sont pas utilisées, en fait. Hein. Des fonctions anciennes, des vieilles fonctions qui ont été un peu laissées pour compte. Je donne des exemples aussi basiques que la ligne. C'est vrai que la ligne, la polyline, bon, tout le monde connaît a priori. Mais la multiligne, ben, je me rends compte que pas mal de gens ne la connaissent pas. Mais c'est vrai qu'il faut reconnaître que c'est un petit peu caché. Si jamais je tape juste multiligne, je me rends compte qu'il y a des fonctions comme ça, et il y en a pléthore, des fonctions qui sont cachées. Je vais taper multiligne, multiligne, voilà. Je vois ici la commande multiligne. Eh oui, elle n'est pas mise dans le ruban, elle n'est pas visible. Je pourrais la ressortir et la placer dans mon ruban, mais comme beaucoup de fonctions qui sont essentielles, elles sont toujours présentes. Et c'est quoi le multiligne? Eh bien, le but du multiligne, c'est quoi? C'est lorsque, je vais faire un je lance la commande multiligne, on va le faire ici, puis on la mettra peut-être visible. Multiligne, voilà. Voilà, j'ai ma commande multiligne. Je vais t'inviter à donner, ici, l'espace. Je fais une cloison de 0,10, voilà, par exemple. Eh bien, je vais tout simplement donner l'espacement et je vais tracer. Voilà. Je fais juste ça, quelque chose de basique. Et qu'est-ce que je viens de dessiner? Je viens de dessiner, moi, de ligne à coup. Et là, je vois que j'ai une multiligne. Beaucoup ne connaissent pas, on fait des décalés. Pas mauvais en soi, bien sûr, on fait des décalés. La multiligne, c'est quelque chose qui peut être édité. Vous avez donc des styles de multiligne, hein, donc vous êtes capable de créer des styles multilignes pour avoir le visuel qui vous convient. Alors, je vous montrerai juste ce que je proposé ici. Donc, des styles de multiligne. On va s'en créer un petit test. Voilà, on va ajouter, alors on va donner des espacements. On va sur de la cloison de 10, hein, on va rester sur ce genre de choses. Et on va ajouter des lignes intermédiaires. Quand on ajoute des lignes, on donne un décalage de ces lignes. On va faire 5. Et 0. Je suis en maître dans ce fichier, donc je vais garder à l'esprit. Et on peut donner des couleurs différentes, on peut mettre un remplissage de couleurs si on le désire aussi. Voilà. Alors, l'intérêt de ce style de multiligne, quel est-il? C'est quand je vais définir courant, vous voyez, définir courant, ici, eh bien, je vais pouvoir, tout simplement, maintenant, on va rester sur, par contre, ici, ça suffira. Quand je vais faire mon tracé, automatiquement, là, ce que je vais dessiner va représenter automatiquement cet ensemble de lignes. Donc, ça peut être pratique pour le présent. Donc, on est sur la fonction ancienne cachée. On en a plein, qui des fonctions aussi qui ne sont, que je constate, hein, qui ne sont pas utilisées. On voit par exemple, même dans la gestion de calque, bon, la gestion de calque, tout le monde connaît a priori les calques sur AutoCAD, hein, même si quand on va débuter, on sait bien qu'on dessine des objets de dessin, ils se passent sur des calques, mais même les états de calque, c'est quelque chose qui n'est pas assez utilisé. Les états de calque, par exemple, c'est quelque chose qui peut aussi me faire gagner du temps. C'est très rapide à créer. Je peux créer un état de calque pour vous en montrer un original. Hein. J'ai créé un état de calque. Je vois ici que je vais pouvoir rendre tout visible. Et souvent, sur AutoCAD, on se rend compte,
on perd du temps, bah, dire, tiens, ça, il faut masquer, on ne voit rien, il faut masquer ce plan, les surface, on ne voit pas. Ah, bah, j'ai besoin de masquer aussi le mobilier, parce que je veux que le plan de cloisonnement. Ah, les textes aussi, ça ne me plaît pas, il faut que je les masque. Donc, on masque des calques, on en rend visible d'autres. Donc, voilà. Cette gestion de calque, ça peut prendre de temps. Et puis, si j'ai besoin de retrouver mon plan comme c'était avant, je vais passer du temps. L'état de calque, c'est comme un cliché du gestion d'état de calque qu'on réalise à l'instant T. Voilà. Je vais en faire un nouveau, et je l'appelle ça les plans de cloisonnement. L'intérêt de l'état de calque, eh bien, c'est qu'à tout moment, je peux revenir sur l'état comme il était avant. On voit le mobilier qui est ici. Oh, ben, je peux très rapidement remettre uniquement les cloisons. Voilà. Rapidement, je passe d'un état à l'autre. Et ça, effectivement, ça aussi, c'est quelque chose qui peut utiliser. Les fonctions aussi que je vois peu utiliser, rien que l'isolement. Donc, alors pour situer une nouveauté, je parle de choses qui sont entre 2010 et 2011. Ben, des fois, j'ai besoin de travailler sur une zone. J'ai besoin tout simplement d'isoler cette partie-là. Un simple clic droit, isoler, j'isole les objets. Et je travaille que sur cette partie-là. On sait qu'AutoCAD peut être capricieux avec les hachures notamment. Eh bien, en isolant une partie, je soulage ma vue de beaucoup d'objets de dessin et je peux hachurer plus facilement, isoler et travailler que sur la zone qui m'intéresse. Donc ça, c'est totalement indépendant des calques. Et je peux revenir sur l'isolement pour le désactiver. Je reviens là-dessus. Ça aussi, c'est des fonctions que je vois qui sont peu utilisées. L'isolement, je l'ai vu dans le clic droit. Évidemment, j'ai une icône qui me permet de le voir notamment en bas à droite de l'écran. On voit également quelque chose qui sont peu utilisés. Alors, je vais revenir sur un petit fichier que j'avais préparé pour vous. J'ai préparé un petit bloc dynamique. Ça aussi, les blocs dynamiques, alors ceux qui ont fait les formations en général le connaissent. Mais, alors là, vous voyez, c'est le fichier qui est mis sur le cloud, que j'ai mis, mais j'ai préparé en local un exemple de fichier. D'ailleurs, ça c'est une petite comparaison. Je vais l'ouvrir. Voici. Nous sommes. Restons sur cet exemple de bureau avant d'en parler d'autres. Ce que je mets en évidence, c'est dans cette zone, c'est les blocs et les blocs dynamiques. Les blocs dynamiques, donc pareil, c'est pas une nouveauté, ça existe, c'est entre 2006 et 2007. Ça s'est bien amélioré en 2007, donc c'est quelque chose d'ancien. Sauf que c'est peu utilisé. Beaucoup vont utiliser des blocs. Des blocs, on parle de ce genre d'entité. C'est le genre d'ensemble. Je peux facilement donc le copier. Voilà, je vais copier, et puis j'ai besoin de le tourner, eh bien je vais faire une rotation. Je choisis mon point de rotation, puis je m'accroche, etc. D'accord? Donc ça prend un peu de temps. Il y avait déjà la commande aligner, mais même ça fait plusieurs clics. Donc ça prend un temps certain sur chaque entité. Si j'ai un grand nombre d'objets comme ça prend du temps. Le bloc dynamique, eh bien, c'est une version de bloc améliorée. Ce que j'ai préparé ici, donc, cette entité-là, avec toutes ces poignées bleues, c'est ni plus ni moins, quand je vais dans l'éditeur de bloc, des paramètres et des actions. Donc, des poignées bleues qu'on place avec des paramètres et des actions, c'est évidemment une chose qu'on va voir plus en détail en formation. On peut faire beaucoup de choses avec. Depuis 2010, il y a ces ces contraintes géométriques et contraintes dimensionnelles qui peuvent aller encore plus loin. Mais voyons déjà le résultat. Un bloc dynamique, c'est quoi? C'est encore gagner quelques clics par-ci, par-là. C'est quand je clique dessus, je pourrais facilement, avec ces petits poignets bleus, m'approcher de ma cloison et venir ici inverser rapidement. Donc là, je vais pouvoir placer mon objet avec ces petits poignets. Je vais pouvoir donc là faire plus de choses. Je peux l'agrandir. Je ne peux pas faire ça avec un bloc classique. Non, là, il faut que je change, que j'aille copier un autre bloc, une autre armoire quelque part, j'allais le copier, le changer, enfin le mettre ailleurs. Donc, le bloc va permettre de faire plus de choses, des outils de rotation, des outils d'inversion, donc tout ça, c'est des choses qui font gagner du temps. Quelques clics que je peux gagner par-ci, par-là. Et donc, ces blocs dynamiques, si on passe du temps sur cette bibliothèque de blocs, on l'enrichit, on va gagner du temps. Et on peut en faire beaucoup. Là, c'est vraiment qu'une toute petite ébauche de ce qu'on peut faire. L'intérêt quand on soigne ces blocs, l'intérêt de soigner ces blocs, c'est de les avoir à disposition. C'est que tous ces blocs-là, ils doivent finir idéalement dans une palette. Ce sera l'idéal. C'est que tous ces blocs-là, on les met dans une palette d'outils. Encore une fois, un outil ancien qui est peu utilisé. Quand j'ai tous mes blocs à disposition, eh bien, ce sera simple pour moi de cliquer dessus et de venir le placer. J'aurai tout à portée de main. Voilà.
tous mes blocs sont à portée de main ici. Donc, tant qu'à faire, mettons des blocs dynamiques qu'on repère avec ce genre de petits éclairs jaunes qui vont faire encore gagner du temps. Autre chose qui va être utile et que je vois qui est assez peu utilisé, donc le moniteur de variables. Le moniteur de variables, on peut des fois avoir ce genre d'avertissement, comme vous le voyez qui clignote là en bas. Tiens, j'ai une variable qui n'est pas conforme. Alors, qu'est-ce que c'est? Pas une nouveauté 2023, mais c'est quand même relativement récent. Mais ça mérite quand même une certaine explication. Moniteur de variable. Qu'est-ce qu'une variable déjà sur AutoCAD? Une variable, pour donner une définition basique, c'est ni plus ni moins qu'un mot que je vais taper. Je vais t'inviter à taper, si il y a une valeur qui peut être généralement entre 0, 1, 2, enfin, à taper un chiffre qui va changer le comportement d'AutoCAD. Donc, il y a des variables qui sont dans le dessin et des variables qui sont dans la base de registre. C'est-à-dire que je peux recevoir des fichiers qui viennent de l'extérieur et qui ne réagissent pas comme j'ai l'habitude sur mon poste, parce qu'une variable à l'intérieur de ce dessin a été modifiée. Donnons un exemple. Généralement, quand on prend un texte et j'ai besoin de faire une symétrie, là, donc je fais une symétrie, en général, le texte reste dans le sens de lecture. Là, j'ai fait l'outil miroir pour faire une symétrie. Ah mince, maintenant, c'est plus dans le sens de lecture. Mais ça, c'est ni plus ni moins qu'une variable. Évidemment, il y en a beaucoup, on ne peut pas tous les connaître. Donc, la variable mirText, par défaut, elle est dans le désactivé, mais il se trouve que dans ce fichier-là, elle est activée. Si je la mets sur 0, maintenant, eh bien, quand je fais une symétrie du texte, ça reste dans le sens de lecture. Donc, des variables, vous en avez beaucoup. Et le moniteur de variables, il me permet justement d'être alerté. Donc, quand vous avez ce moniteur de variables, on peut donner quelques variables qu'on veut vérifier, contrôler. Si jamais je reçois un fichier, je sois alerté dès qu'il y a une variable qui n'a pas la valeur définie. Et c'est intéressant sur plein de choses. Moi, il y a beaucoup de variables des fois que je désactive. Alors, ça peut paraître à contre-courant. Par exemple, quand on a des nouveautés sur AutoCAD, quand on lance une commande Assure, on lance une commande Assure, ben, vous voyez, vous avez déjà un aperçu. Ah ben ça, ok, c'est des choses qui ont été relativement récentes, améliorées. Je passe à l'intérieur d'une zone et automatiquement, ça fait un petit prochain. Mais sur des gros projets, ça m'arrive de désactiver cette variable-là. Cette variable, effectivement, vous connaissez son nom, HP Quick Preview, c'est une variable qui, effectivement, que je peux désactiver si j'en veux pas, pour ne pas avoir cet aperçu qui, en fait, me fait un petit ralentissement dès que je dépasse mon curseur. Donc, je peux optimiser les performances AutoCAD en connaissant quelques variables. Certaines ne vont pas m'être utiles pour moi, pour l'utilisation AutoCAD que j'en fais. Je vais donc pouvoir changer ce comportement et je peux faire en sorte que le moniteur de variables, une fois que j'ai fait ma petite liste, mais là, encore une fois, avec Adcamation, on peut être aussi là pour vous accompagner. Tout ça, effectivement, c'est du retour d'expérience, capable d'apporter du conseil là-dessus, sur comment optimiser les performances d'AutoCAD. Fonctions, des fois, qui prennent beaucoup de ressources, hein. Ce n'est pas toujours nécessaire de les avoir. On a souvent cette critique, hein. On dit, tiens, on a une nouvelle version AutoCAD et AutoCAD est toujours de plus en plus lent. C'est vrai qu'il y a eu des versions qui ont apporté leur lot de nouveautés et d'un coup, c'était un peu plus lent que les versions précédentes. Mais grâce à cette variable, on peut désactiver certaines fonctionnalités. Si j'en ai pas besoin, je peux les activer. Bon, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Et donc, AutoCAD a été optimisé quand même. Si on désactive certaines variables qui ne sont pas utiles ou pas adaptées à un projet en question, on les active et on a des performances qui sont optimisées. Donc, ce moniteur de variables, il est intéressant. Je vois aussi qu'il y a des nouveautés comme sur lesquelles on passe un petit peu à côté. L'emplacement géographique, on parle de choses qui datent de 2014. Souvent, je vois que ce n'est pas défini. Alors, on parle pour des projets bâtiments. Mais c'est quand même important, parce que quand on est dans cette démarche BIM, on vous entendez beaucoup parler peut-être de BIM, de maquette numérique, de collaboration autour de projets, de maquette numérique. Bon, l'emplacement géographique, le géoréférencement, c'est un sujet qui est intéressant, parce qu'il faut pouvoir échanger avec différents interlocuteurs. Et AutoCAD a des outils. Voilà. Quand je vais me mettre sur l'emplacement à partir d'une carte. Donc, je suis invité à me connecter au service de cartographie Autodesk pour donner l'emplacement. Faire basique, hein. Allez, on va mettre Genève. Je vais pas taper l'adresse précise. Il me recherche Genève. Tiens, place un marqueur. Il faut tomber. Bon, on va peut-être pas se mettre en plein milieu de la rue. Allez, je déplace mon petite poignée, hein, ma position.
Je passe mon marqueur. Voilà, je veux placer ce point sur cette carte, cet endroit-là. Je choisis le système de coordonnées, le système de projection. Donc, vous avez tous les systèmes de planimétriques, en fait, hein, qui sont là. Donc, je vois mon système de projection. J'en choisis un là, qui me sonne bien. Allez, c'est celui-ci. Et je vais cliquer ce point. Le point qui correspond à le point que j'ai sur la carte avec l'emplacement du nord géographique. Bon, je peux donner un nom à peu près. Je n'ai pas mis le flash, le symbole du nord, mais idéalement, c'est bien orienté vers le nord. Et là, je vais avoir un fond de plan qui va apparaître. Donc, ça prend des ressources. Bon, vous voyez, j'ai fait ça un petit peu de manière sauvage, mais c'est pas le vrai remplacement. Mais sinon, l'idée, c'est d'avoir comme ça une vue aérienne où je peux visualiser. Et si c'était important pour moi, pour mon étude, d'avoir les abords du bâti, de ce plan, je peux activer à tout moment cette carte. Alors, vous avez des cartes hybrides, on peut avoir la carte routière, la carte à vue aérienne, sur mon fond de plan. Voilà. On active ce genre de fond de plan, et puis effectivement, si j'en ai pas besoin, je peux les activer. Mais en tout cas, j'ai véritablement mis des données, voilà, géographiques. Donc ça, encore une fois, c'est, faut voir le projet en question. Je vais le supprimer cet emplacement, mais ça peut être utile sur des projets architecturaux. C'est quelque chose qu'on voit qui n'est pas forcément utilisé. Il y a par contre des fonctionnalités où là, des fois, on commence à voir deux directions différentes. Pour ceux qui font de la mécanique, qui vont faire voilà, des petites pièces, des éléments, des petits éléments avec une échelle plus petite, et ceux qui travaillent sur du bâtiment. Par exemple, l'onglet paramétrique, il faut reconnaître que quand même, dans le bâtiment, on ne va pas utiliser toutes ces fonctionnalités. L'onglet paramétrique, par une chose qui existe depuis 2010, mettre des contraintes géométriques et dimensionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, voilà, je trace une ligne, j'ai besoin de faire, j'ai besoin de faire une cloison ici, puis on voit que voilà, une cloison, là, je n'ai pas fait un chose à l'angle droit. Eh bien, on peut mettre une contrainte géométrique pour, tiens, j'aimerais que ce soit perpendiculaire. Et là, je vais mettre une contrainte géométrique. Maintenant, ce sera tout le temps perpendiculaire. Parallèle, coïncident, donc il y a plein de contraintes qui sont là. Ça peut être utile. Maintenant, il faut reconnaître que dans la pratique, ce n'est pas que forcément caser facilement, plus utile du coup là pour les gens qui vont faire des petites pièces, des petits éléments 3D. D'accord. Je vais aller sur un autre plan, un autre fichier parce que voilà, tout le monde n'est pas concerné par le bâtiment ou l'architecture. On peut avoir d'autres usages d'AutoCAD. Je vais vous montrer d'autres choses. On va aller sur, pourquoi pas, des petits éléments comme ceci. Alors, bon, un élément qui fait entrer. Là, effectivement, sur ce genre d'objet, là, les contraintes géométriques, les contraintes dimensionnelles, c'est simplement que le fait d'agir sur une cote. Agir sur une cote et éventuellement des fonctions. Là, effectivement, c'est vite. Il faut reconnaître que par défaut, normalement, quand on est sur AutoCAD, je vais vous montrer, on va se faire sur un petit exemple tout simple. Okay. Quand on met une cote, c'est la cote qui est associative qui doit suivre. Voilà. Donc, quand je déplace mon objet, ça suit. Mais en tout cas, par défaut, je ne peux pas agir directement sur cette cote. Ça ne va pas modifier l'objet. Par contre, si je mets une contrainte dimensionnelle, ah oui, là, effectivement, la contrainte dimensionnelle va me permettre d'agir sur la cote. Donc, j'ai une cote qui a un nom, et là, je suis capable de mettre une valeur. Là, je vais dire, finalement, moi, je voudrais 60. Et là, ça va vraiment modifier l'objet. Bon, ce n'est pas du tout la même approche. Je vais en mettre une autre ici pour montrer, et je peux mettre des formules. Alors, donc voilà, là, plutôt sur la mécanique, oui, ça, on peut avoir un usage là-dessus. On peut mettre des relations entre ces paramètres-là. Ça peut être intéressant. Et donc, on a le gestionnaire de paramètres qui va gérer toutes ces contraintes dimensionnelles. Okay. Alors, quand on travaille sur ce genre d'objet 3D, hein, là, on va là-dessus. Il y a AutoCAD qui peut répondre à ce besoin, qui permet de produire du plan. Il y a bien sûr Inventor aussi. Inventor, par contre, c'est de la 3D paramétrique. Il y a des avantages à utiliser aussi AutoCAD sur de la petite 3D. De la petite 3D, que je vois là, par exemple, sur ce genre de pièces, je vais vous montrer, voilà, là, je vais passer sur un site visuel, voilà, différent pour vous montrer. Ça peut être intéressant de le faire sur AutoCAD. De la petite pièce, j'ai besoin de faire de la recherche, du développement sur les petits équipements, je veux quelque chose de facile et accessible. AutoCAD répond parfaitement aux besoins. Un autre exemple d'utilisation de petite 3D sur AutoCAD,
je vous montre sur un autre type de projet. On reste sur le thème du bâtiment, voilà, mais sur une portion du bâtiment. Voilà, voilà, effectivement, là, travailler sur ce genre d'éléments, là, pour la pierre de taille, AutoCAD va être très intéressant sur la partie 3D. Mais les outils de base qu'on connaît tous en 3D, les révolutions, les extrusions, les lissages, tout ça, effectivement, ça peut être très pratique. AutoCAD répond bien aux besoins. Donc, sur une petite portion, c'est très pratique. Sur un petit élément comme ceci, là, je peux facilement modéliser rapidement sur AutoCAD, très rapidement. Et j'ai l'avantage, en fait, d'avoir une solution qui est facile et facilement éditable. Vous pouvez facilement accéder à étirer les phases. Je vais montrer sur le projet que j'ai préparé pour l'impression, mais vous voyez, ce qui est intéressant sur ce produit-là, et on pourrait dessus sur le style visuel conceptuel, c'est qu'on va être capable d'étirer facilement une face, d'étirer facilement une arête. Donc, on a ce qu'on appelle des gizmos. C'est utile les déplacements 3D. Et on va être capable, comme ça, de éditer ce genre de sommet, voilà, édité en 3D. Voilà. On est assez libre dans l'édition. Donc, ça reste très accessible. Et on a beaucoup d'outils sur la 3D. Mais ne sera-t-on pas sur le positionnement de l'outil? C'est pratique sur de la petite 3D. Si je dois faire un bâtiment en 3D, eh bien, Revit va répondre aux besoins. Sur des gros ensembles 3D, Revit répond aux besoins. Pareil, sur des gros assemblages 3D mécaniques, Inventor va répondre aux besoins. Mais sur des petites entités, voilà, AutoCAD fait très bien le job. Ça fait effectivement, c'est très accessible et ça répond. Alors, quelque chose qui est pratique, on le voit sur, je vais me montrer sur un petit exemple en faisant, tiens, ici. J'ai cette entité-là, regardez ce qui peut être pratique. Quand je sélectionne un objet, des fonctions qui sont relativement récentes, je peux facilement, vous allez voir la commande vue de base, à partir de cette sélection, me produire un petit plan. Et tiens, je vais mettre ça en page sur cette présentation de mots. Et je vais, tiens, produis-moi la vue du dessus. Voilà. Je mets ma vue du dessus qui est là. Et je me déplace sur le côté, je fais ma vue isométrique. Automatiquement, j'ai ma vue isométrique, ma vue d'élévation qui est là. Donc, ça, c'est les commandes qui sont quand même très pratiques. Voilà. Donc, on va pouvoir ici faire des coupes. On n'a rien de temps. Voilà. Là, je vois, je peux produire une coupe. Je vais en faire une autre. Voilà. Je prends une coupe. Et on met en page. Bon, il faut reconnaître que c'est très efficace. Mais attention, voilà, il y a deux directions qui sont importantes à avoir. Si vous avez des projets où on a besoin de modeleurs 3D paramétriques puissants, donc Inventor répond aux besoins. Si j'ai besoin de quelque chose de plus accessible, pour mon projet, déjà AutoCAD fait très bien le boulot. Ça fait très bien le job là-dessus. Donc, là où Inventor gagnera du temps, c'est quand il va y avoir beaucoup de modifications à venir. Effectivement, il y a des diamètres de percement qui sont modifiés. Sur AutoCAD, c'est tout manuel. Sur Inventor, on va automatiser ça avec des paramètres. Mais par contre, c'est quand même plus loin à mettre en place sur des solutions moteur 3D paramétriques. Alors, c'est pour ça que la 3D sur AutoCAD, c'est quelque chose qu'il faut perdre de vue. La mécanique, même un peu d'architecture, c'est effectivement encore très utile. Autodesk a amélioré, vous allez voir les styles visuels, ils ont amélioré également le rendu. Le rendu, j'en parle assez peu parce que le rendu, quand on a des besoins à ce niveau-là, vous avez le viewer Autodesk, ça m'épargne un rendu, j'envoie facilement sur le cloud, je communique un lien au client et tout ce qu'il a à faire, c'est copier le lien et visualiser. Bon, après, bien sûr. Alors, pourquoi je ne parle pas peu du rendu? Parce qu'il y a il y a effectivement là, ici, beaucoup de concurrence. Si j'ai vraiment des besoins de 3D, de rendu, il y a quand même pas mal d'outils sur le marché. Et puis, il y a Autodesk qui propose aussi, bien sûr, 3ds Max, enfin, des outils qui sont dédiés à ça, pour la visualisation. Donc, déjà bien accessible, la modélisation sur AutoCAD, un petit lien pour envoyer sur le. D'accord. Donc, ça, c'est effectivement donc un autre volet d'AutoCAD qu'il ne faut pas perdre. Sur ce que j'ai pu montrer, j'ai vraiment mis l'accent sur voilà, quelques petites fonctions un peu phares qui sont là. Quand je reviens sur le menu d'aide pour vous montrer, quand vous souhaiteriez aller plus loin là-dessus, sur les nouveautés, vous aurez ici chaque vidéo qui va vous les mettre en évidence.
Voilà. Je vais mettre ça en évidence. Alors, il m'en reste une petite dernière. Bon, il y en a certaines qui se passent de commentaires, mais un point qui va être important, parce que ça, c'est partiellement une nouveauté, en fait, c'est une amélioration, c'est le jeu de feuilles. Je vais terminer sur le jeu de feuilles. Le jeu de feuilles, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est pas une nouveauté, le jeu de feuilles, à soi. Ce qui est nouveau, c'est mettre un jeu de feuilles sur le cloud. Donc, la nouveauté, je vous montre, c'est quand j'ouvre le jeu de feuilles, c'est d'aller ouvrir un jeu de feuilles qui soit stocké sur BIM 360. Voilà. De stocker ici ce fichier DST sur le cloud. Donc, je vais vous montrer un exemple que j'ai stocké. Je l'ai dû le mettre. Je l'ai mis ici. Voilà, exemple de feuille. Bien fait, bien nommé. La nouveauté, elle est là. Qu'est-ce qu'on voit? On voit juste, eh bien, toutes mes présentations. Mon plan qui est là, avec toutes les présentations, elles sont ici, accessibles. Oui, mais alors, allons au-delà. Quel est l'intérêt d'un jeu de feuilles? Sans parler de ce jeu de feuilles sur le cloud. Déjà, un jeu de feuilles, c'est quelque chose que je connais depuis longtemps. Ça. C'est Memoryboard, ça date de 2015, hein, et c'est peut-être même plus longtemps que ça, même plus que ça. Je sais. Enfin, c'est ancien. C'est pas une nouveauté, c'est ancien. Ça existe depuis un bon moment. J'ai un doute d'ailleurs je sais que c'est un 5 à la fin, je sais même plus si c'est 2015 ou 2005. Je suis sur ma palette qui s'appelle le jeu de feuilles. Qu'est-ce que c'est? Un jeu de feuilles, pour vous en créer un de zéro, je peux lancer ce jeu de feuilles, lui donner un nom. Je vais évidemment créer pour vous déjà, et parcourir ici un ensemble de dossiers où j'aurai plein de fichiers. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il va être capable de m'intégrer tous mes fichiers AutoCAD et les plantations dans ma palette. Il va automatiquement les numéroter. Bon, je trouve que j'ai déjà fait, il est là. Je ne vais pas en faire 2 fois, je vais annuler, on annule. C'est-à-dire que là, je peux rapidement, en cliquant dessus, ouvrir le fichier en question, parce qu'il ne peut pas avoir qu'un fichier AutoCAD, il peut en avoir plusieurs, et la présentation associée. Mais ce n'est pas que ça qui est intéressant dans un jeu de feuilles. Évidemment, il n'y a pas, c'est pas ça, ok, pas mal, d'accord, d'avoir tous les fichiers accessibles. Ce qui est intéressant, c'est quand on va plus loin. Quand on va plus loin sur le jeu de feuilles, on va se rendre compte que si dans un cartouche, par exemple, j'ai pensé à intégrer des champs qui sont liés avec des propriétés liées au jeu de feuilles. Là, par exemple, j'intègre plein d'informations en amont au niveau du jeu de feuilles. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir accès à l'information qu'une fois. Allez, on va marquer allez, bon pour l'exécution. Et j'ai envie de mettre la date. Voilà. Hein. J'ai modifié l'information ici, au niveau du jeu de feuilles. Et mais donc, j'avais une centaine de plans. Eh bien, si ce cartouche que j'ai prévu va chercher l'information qui est ici, vous régénérez, et là, vos centaines de plans sont automatiquement mis à jour. Donc, un jeu de feuilles, ça peut être très efficace, mais regardez avec la numérotation. Numéroter des plans quand on a une quantité impressionnante, ça m'est arrivé d'avoir plus de centaines de plans sur pas mal de projets. Hein. Eh bien, je suis quand même bien content d'avoir utilisé le jeu de feuilles et d'automatiser le renseignement de ce cartouche via le jeu de feuilles. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis un bon moment. Je vérifie la date pour vous, parce que la main, ça me travaille. J'ai un trou sur la date de sortie, mais voilà, c'est une fonction ancienne qui peut utiliser. Et la nouveauté, c'est que maintenant, en plus, on peut l'avoir sur le cloud. Bien, je surveille le timing.